Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Véronique Toye-Fodé est désormais ministre de l'enseignement secondaire. Elle cumule son nouveau poste à celui des affaires sociales et de la microfinance. Une décision du président Patrice Talon. Le Vatican a annoncé ce mardi que les obsèques du pape François se tiendront samedi prochain en matinée. En attendant le dernier hommage qui lui sera rendu, une question se pose. Qui est le prochain pape? À suivre dans cette édition des profils de quelques candidats prévus. Organa, la CEDEAO a entamé les festivités de son cinquantenaire ce mardi 22 avril. Des précisions dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau. Véronique Toye-Fodé, nommée ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique selon une radio de la place. Elle remplace ainsi à ce poste Kwaro Yves Chabi, décédé à la suite d'un tragique accident de voiture survenu le 20 février dernier à l'entrée de la ville de Parakou. Véronique Toye-Fodé assure les missions de son nouveau poste cumulativement avec le portefeuille de ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Il faut rappeler qu'elle est à la base gynécologue obstétricienne. Le pape François est décédé ce lundi de Pâques. Un peu plus tôt, le dimanche de Pâques, il a assisté aux côtés de nombreux fidèles catholiques à la célébration de la Pâques. Dans l'élément à suivre, Hubert Kedouidé, père et curé de la paroisse Bon Pasteur, livre son analyse du pontificat du Saint-Père et de son héritage. Il est au micro de Francis Fahmy. C'est vrai que depuis quelque temps, le pape était très fragilisé dans son corps, mais il avait quand même la force de l'esprit et il continuait à paître le troupeau de Dieu jusqu'à la fin. Il a servi jusqu'à la fin. On l'a vu encore le dimanche de Pâques faire le tour de la foule et bénir, donner la bénédiction à la ville de Rome et au monde entier. Mission accomplie. Tout est accompli, comme dit le Christ sur la croix. Eh bien, dans l'octave pascale, avec le Christ ressuscité, il entre dans l'espérance d'une vie nouvelle. Et nous disons merci au Seigneur qui nous l'a donné. Merci au Seigneur qui l'a repris. Et ce retour dans la maison du Père lui offre maintenant de là-haut de continuer à entretenir l'Église de Dieu et à sanctifier le peuple chrétien. La mission du pape François a été la mission de tous les papes. C'est vrai que les commentateurs parlent de réformateurs, etc. Mais vous savez, à la suite du Christ, on est toujours servi des plus pauvres. Et il n'a pas fait autre chose que d'être vraiment au service des pauvres, au service des délaissés, des exclus. Il a été défenseur de ceux qui n'ont pas de voix. Il a porté la voix de la justice et de la vérité, de la charité envers les autres, en défendant les migrants et en dénonçant aussi le mal, l'exploitation de l'Afrique, en dénonçant la corruption, en dénonçant le népotisme et la dictature. Il a fait tout ça comme à la suite du Christ, comme le Christ lui-même dénonçait les maux de son peuple. Le pape François également dénonçait cela. Mais surtout, le pape François a été caractérisé par son humilité.
sa simplicité et son hospitalité. Une grande hospitalité aux pauvres et aux pécheurs. À tel point que parfois ça pouvait irriter certaines personnes ou certaines habitudes. C'est vrai, il ouvrait la porte de l'église aux pécheurs, vraiment. Et donc, il est caractérisé par son amour de Dieu, sa grande miséricorde, sa grande tendresse envers les autres, et ensuite défenseur acharné des mal-aimés, des exclus. Je pense qu'on peut retenir que il a fait ce qu'il peut pour l'Église. Il a donné de son cœur, il a donné de sa vie. Et nous croyons et nous espérons maintenant qu'il pourra recevoir un héritage, euh, ce qui est réservé pour les bons et fidèles serviteurs. Le pape François nous a aidés à avoir un regard renouvelé sur la pauvreté, un regard renouvelé sur les exclus, un regard renouvelé sur la tendresse et la miséricorde de l'Église, l'accompagnement, un regard surtout sur la synodalité du peuple de Dieu. Vous savez, l'Église est hiérarchique, mais en même temps synodale. C'est-à-dire que il y a les pasteurs, mais les pasteurs ne vont pas prendre toute la place. L'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Nous formons un corps. Et chacun a son travail dans ce corps ecclésial, mais il reste que nous formons ce corps et du plus petit jusqu'au plus grand, nous avons à être ensemble pour former ce corps. Et être ensemble, le nous ecclésial a été important pour le pape. Il nous a aidé à retrouver ce que le Christ lui-même nous a dit. Les chefs de ce monde commandent à maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Nous sommes en fraternité. Nous sommes en fraternité chrétienne. Nous sommes au service les uns les autres. Et le plus grand pouvoir, c'est le serviteur. Et je pense que le pape François a mis l'accent vraiment là-dessus durant tout son pontificat pour que personne ne se sente en marge du corps du Christ. Je pense qu'on peut retenir que c'est même l'ultime héritage autour duquel greffe l'ensemble de ses actions envers les pauvres et l'ensemble de ses actions dans l'Église catholique. Depuis l'annonce du décès du pape François, les catholiques du monde entier s'interrogent sur celui qui pourrait lui succéder à la tête du Vatican. Si les Africains ne sont pas favoris, 3 noms figurent toutefois parmi les outsiders. Hubert Kedoide nous donne sa lecture. Cette année, c'est une année jubilaire et le pape François a retenu comme thème du jubilé pèlerin d'espérance. Donc, j'ai le sentiment de l'espérance. Je vis dans l'espérance que, à la suite des autres papes, le prochain pape sera un bon pasteur qui va conduire son peuple, un bon pasteur qui va tenir compte de l'héritage reçu des autres, comme on le chante, héritier d'un sillon de l'histoire, soyons témoins et bâtisseurs. Et je pense que le pape va continuer le travail qui a commencé et de génération en génération depuis Pierre jusqu'à Pape François, il doit pouvoir continuer. Et ce n'est pas des chantiers qui sont étrangers à la foi, puisque quand on parle des pauvres, un pape, je ne vois pas le pape qui va renoncer à soutenir et à accompagner les pauvres, les malades, les mal-aimés et délaissés. C'est vrai que le focus est mis selon le charisme de chacun. Le charisme du pape François, parce qu'il a pris le nom de François, c'est les pauvres. Et donc, il a mis l'accent sur ça. Un autre peut venir et peut mettre l'accent sur le sacrifice, par exemple. Un autre peut venir pour mettre l'accent sur l'enracinement de la foi authentique. Un autre peut venir et il va faire la même chose, mais il va mettre l'accent sur le service des malades. Hein. Donc, l'abandon. Chacun avait son charisme
essaie de vivre dans l'Église et continue l'œuvre commune, l'œuvre léguée par le Christ. Le mieux placé pour prendre la succession du pape François, c'est celui que l'Esprit Saint aura inspiré à tous les cardinaux réunis en assemblée, parce que vous savez très bien que à chaque année, chaque fois que la mort d'un pape arrive, il y a toujours des pronostics qui sont aussi parfois, hélas, tendancieux. Mais l'Église est mère et éducatrice. L'Église a toujours déjoué les pronostics, puisque quand on arrive, c'est autre chose. Les cardinaux sont dans la prière et c'est dans la prière que la personne est désignée, est élue. Et je pense que c'est la même chose, que nous aurons un bon pape qui va prendre la succession du pape François. Alors, est-ce qu'il sera un Africain? Est-ce qu'il sera un Européen? Est-ce qu'il sera un Italien? Est-ce qu'il sera encore argentin ou ailleurs? Je pense que c'est une préoccupation secondaire. Surtout que j'ai fait observer que le pape François était argentin, n'est-ce pas? Et pourtant, il a fait 12 ans sans mettre pied dans son pays. 12 ans, ça veut dire que le pape est de toutes les nations. Le pape est de toutes les races. Le pape est de toutes les cultures. Le pape, c'est l'évêque de nous tous, l'évêque de Rome, et serviteur de toute l'Église entière. Quelle que soit son origine humaine, je pense que il n'y a plus d'hommes libres ni d'esclaves, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Béninois, de Guinéens, de Français, de Suisses, d'Italiens. Nous formons un corps et c'est ça qui est l'essentiel. Et nous attendons dans la simplicité et surtout dans la prière pour accueillir celui que le Seigneur lui-même aura inspiré aux cardinaux. Quelques citoyens béninois se prononcent également sur ce sujet. Si le prochain pape vient d'Afrique, là c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique parce que au moins ça va, il y aura certaines choses qui vont vraiment changer dans l'Église catholique et on ne sait pas si ce pape là va essayer de rejoindre toutes les communautés catholiques comme on appelle céleste, évangélique, on ne sait pas vraiment, mais je crois que ce sera une bonne initiative. Ça sera une honneur parce qu'on sera au moins fiers d'avoir des papes qui sont de notre pays africain. Donc au moins il sera fier, il va apporter plus que les autres papes. Il va faire les trucs de notre pays. Le pape François a été un pape fidèle. Il a été un exemplaire. Il a servi son pays comme il devait le faire. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est étonnant, ou bien c'est choquant d'entendre la mort de si grand personnage qui vient de décéder un lendemain de Pâques. Donc ça montre que lui, il est entré directement dans la gloire de Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu. C'est une gloire parce qu'en fait, un lundi de Pâques et le pape décède, c'est une gloire en fait. Ce n'est pas le moment de pleurer, quoi. C'est le moment de se rendre en joie parce que notre pape décède le lundi de Pâques, c'est une joie. Parce que nous ne savons pas vraiment ce que le prochain pape va venir faire parce que même nous ne savions pas déjà que lorsque lui allait arriver, il allait subir des trucs comme ça. Donc je ne crois pas comment que ce soit là. Après la mort du pape François, le conclave pour élire son successeur devrait s'ouvrir entre les 5 et 10 mai prochains. Parmi les 135 cardinaux électeurs, dont environ 80% choisis par François lui-même, certains sont présentés comme favoris, dont le Guinéen cardinal Robert Sarah, le cardinal Pietro Parolin. Et que sait-on à propos du parcours de ces probables successeurs du pape François, décédé ce 22 avril 2025? Élément de réponse avec Nassirine Fatoumbi. Les cloches de la basilique Saint-Pierre de Rome ont retenti ce lundi 21 avril 2025 pour une annonce tristement solennelle, celle du décès du souverain pontife. Dès l'annonce du décès du pape, les cardinaux convergent à Rome. Ils sont logés dans la résidence Sainte-Marthe en marge du rite funéraire pontifical, source de subtiles alliances autour de l'élection du prochain pape. Entre le 15e et le 20e jour après l'annonce officielle du décès du pape, les cardinaux vont se réunir dans la chapelle Sistine pour le traditionnel conclave
conclave qui va aboutir à l'élection du 267e pape de l'Église catholique romaine. Sont électeurs et éligibles les cardinaux ayant moins de 80 ans. Par conséquent, sur les quelques 252 cardinaux, seulement 137 sont électeurs, notamment 17 d'Afrique, 14 d'Amérique du Nord, 24 d'Amérique latine, 24 d'Asie, 54 d'Europe et 4 cardinaux d'Océanie. Le processus ne dépasse généralement pas 2 semaines. Le pape est élu par un vote secret à la majorité des 2/3 et ce, conformément aux normes dictées par le Concile de la 33 en 1179. Diplomate, homme de terrain, théologien ou médiateur, voici là le profil qui correspond à la succession du pape François. Parmi eux figure Robert Sarah, âgé de 79 ans. Robert Sarah est un cardinal ultra-conservateur, notamment sur les questions d'homosexualité et d'immigration. L'ancien chef du bureau de liturgie du Vatican a longtemps été considéré comme le meilleur espoir pour un pape africain. Il a été au cœur d'une polémique en 2020 après avoir écrit un livre défendant avec vigueur le célibat des prêtres. Cela avait été perçu comme un défi à l'autorité du pape François. Après avoir servi pendant près d'une décennie comme secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, Robert Sarah a été élevé au rang de cardinal par Benoît XVI en 2010. Il a participé au conclave qu'a élu le pape François et a ensuite été nommé préfet de la Congrégation pour le culte divin par le pape François en 2014. Pietro Parolin, d'origine italienne, numéro 2 du Vatican, âgé de 70 ans, secrétaire d'État pendant la quasi-totalité du pontificat de François, ce diplomate très chevronné a été le bras droit du pape et un homme de premier plan sur la scène internationale. Silhouette légèrement courbée, voix fluette et tempérament calme, il a voyagé dans le monde entier et est connu de nombreux dirigeants politiques comme de l'ensemble de la curie romaine dont il connaît tous les rouages. Membre du Conseil des cardinaux parfaits, connaisseur des dossiers, il a eu un rôle clé dans la signature en 2018 d'un accord historique entre le Saint-Siège et la Chine sur la nomination d'évêques. Dans le lot figure également le cardinal Pier Battista Pizzaballa, d'origine italienne, patriarche latin de Jérusalem, âgé de 60 ans, fin connaisseur du Proche-Orient. Ce franciscain et théologien italien parlant l'hébreu et l'anglais est arrivé à Jérusalem en 1990. En septembre 2023, il devient le premier patriarche de Jérusalem, la plus haute autorité catholique d'Orient, en exercice à être créé cardinal. Un mois plus tard, éclate la guerre entre le Hamas et Israël avec ses répercussions dans la région. Ses multiples appels à la paix l'ont placé sur le devant de la scène. Le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, 66 ans, né en Algérie, descendant d'une lignée de pieds noirs andalous, Monseigneur Aveline, a passé presque toute sa vie à Marseille, dont il est devenu une figure emblématique. Nommé archevêque de Marseille en 2019 et créé cardinal en 2022, ce défenseur de la fraternité interculturelle à la personnalité souriante et affable a très tôt cherché à favoriser un dialogue interreligieux apaisé et a œuvré pour la défense des migrants, deux piliers du pontificat du pape François. Élu début avril président de la conférence des évêques de France, il a également été le principal artisan de la visite du pape à Marseille en 2023. Notons que les funérailles du pape François, décédé ce lundi à 88 ans, auront lieu samedi prochain à la place Saint-Pierre devant la basilique du même nom, a annoncé le Vatican. Le cercueil sera ensuite transféré à la basilique Sainte-Marie Majeure dans le centre de Rome où le pape sera enterré. Parlons toujours du décès du pape François. Attristé par la disparition de ce dernier, la conférence épiscopale du Bénin a exprimé sa reconnaissance pour le témoignage de foi, la simplicité de proximité avec les plus pauvres qu'a incarné le souverain pontife. Par la voix du père Anissé Nyanvi, porte-parole désigné, la CEB a salué la mémoire exceptionnelle d'un homme d'église proche des humbles, défenseurs des migrants, artisans infatigables de la paix. Dans son message empreint d'émotion, la conférence a adressé ses condoléances au peuple de Dieu et s'est unie aux prières de l'Église universelle. Notons que les obsèques du souverain pontife devraient se tenir au Vatican entre le 25 et le 27 avril 2025, conformément au protocole en vigueur.
Autre information dans cette édition, lors du procès relatif sur l'affaire de Pierre Hubert Daïvor tenu ce mardi 22 avril au tribunal de première instance de Cotonou, la partie civile, par la voix de maître Anna Sidé, a sollicité la comparution de nouveaux témoins. Parmi eux, l'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondéon. La défense n'a pas opposé d'objection immédiate et l'audience a été suspendue, puis renvoyé au vendredi 25 avril prochain. Ce nouveau rebondissement, il faut le noter, montre la volonté de la partie civile de faire la lumière sur le rôle des institutions policières dans le déroulement de l'enquête initiale. Un homme est décédé après avoir passé de moments de plaisir avec sa copine dans une auberge. Le drame s'est produit dans la nuit du dimanche 20 au 21 avril 2025. Selon les informations d'une radio de la place, les choses ne se sont pas bien passées comme prévu pour les deux amoureux. Le gérant a aussitôt informé la police républicaine qui est venue chercher la dame. Elle est placée en garde à vue en attendant la poursuite des enquêtes. Le corps de la victime, quant à lui, est déposé à la morgue. Information hors de nos frontières, à Accra, au Ghana, ce 22 avril 2025, c'est le lancement officiel des 50 ans de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a démarré, une cérémonie qui marque le début des célébrations qui doivent durer toute l'année dans tous les pays membres. Une cérémonie qui s'est finalement faite sans la représentation de l'AES malgré une invitation officielle de la part du président ghanéen. Une cérémonie où plusieurs des 12 États membres de la communauté CEDEAO sont représentés. Absence notamment remarquée, celle du président du Nigeria et actuel président de la CEDEAO, Bola Tinubu, qui a néanmoins fait porter son message dans lequel il invite à réimaginer la CEDEAO comme une communauté pas seulement politique mais des peuples. Autre information de nos frontières, Vladimir Poutine et le sultan d'Oman, Haitham bin Tariq al-Saïd, ont évoqué ce mardi ensemble au Kremlin le dossier nucléaire iranien, a annoncé le conseiller diplomatique du président russe, Oman étant médiateur des récents pourparlers entre l'Iran, allié de Moscou, et les États-Unis. Oui, a simplement répondu Yuri Yushakov, cité par l'agence de presse russe TASS, à la question de savoir si le sujet avait été abordé lors de la rencontre entre les deux dirigeants. L'Iran et les États-Unis doivent se retrouver samedi prochain à Oman pour une troisième session des pourparlers sur le nucléaire iranien, selon Téhéran. On parle sport également. Dans cette édition, Dadje Football Club a reçu l'Auto Popo le dimanche 20 avril 2025 au stade Omnisport d'Aplaoui pour le compte de la 27e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score nul d'un but partout. Le point des moments forts de la rencontre avec Anaël Dourou.
Dans la dynamique de professionnalisation de la couverture du 20e Tour cycliste international du Bénin, la Fédération béninoise de cyclisme a lancé une formation intensive à l'intention des professionnels des médias. Démarrée ce mardi 22 avril, cette session regroupe cadreurs, pilotes de drones, journalistes, reporters d'images et autres techniciens impliqués dans la médiatisation de cet événement phare du calendrier sportif béninois. Pendant 3 jours, les concernés suivront des ateliers théoriques et exercices pratiques dans le but de mieux outiller les participants aux exigences techniques, logistiques et éditoriales d'un événement cycliste international. L'objectif est de garantir une couverture fluide, dynamique et professionnelle des 6 étapes du Tour, tant sur le plan de l'image que sur le plan de commentaires et de la retransmission en direct. Ce renforcement de capacité, il faut le préciser, marque un tournant décisif dans l'ambition de la FBC de hisser le Tour du Bénin à un standard digne des plus grandes compétitions africaines. Mesdames, Messieurs, sur cette information qu'on fait cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.